Alors, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir pour ce webinaire commun entre le CIAN et Affectio Mutendi. Donc, moi, je suis la directrice générale du CIAN, qui est une association basée à Paris qui réunit les entreprises qui travaillent en Afrique. Cette association a un peu trois rôles: les mettre en réseau, les faire échanger, se découvrir les unes les autres, leur proposer de l'expertise sur des thématiques importantes pour leurs entreprises, et puis faire un plaidoyer collectif pour le développement du secteur privé en Afrique. Dans le cadre de cette expertise, nous avons des commissions, et aujourd'hui, c'est une réunion conjointe de la commission RSE, donc Samuel est le président, et du cabinet conseil aussi, Samuel, qui est Affectio Mutendi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de membres du CIAN qui sont présents, et également beaucoup de personnes qui nous suivent depuis l'Afrique. Nous recevons donc aujourd'hui les organisations internationales qui vont nous parler de quelque chose qui impacte notre environnement, avec le droit du travail et ce qui est attendu des entreprises en termes de normes, et ce qui va favoriser l'adoption des très bonnes pratiques sociétales en Afrique. Voilà, en bref, personnel, lancer la réunion. Ah oui, un petit élément pratique. Vous pouvez utiliser le petit onglet Q&R pour poser vos questions, et vous pouvez utiliser discussion si vous avez un problème technique pour parler au back-office, et là, on essaiera de le régler pour vous. Mais Q&R, c'est juste pour les questions aux intervenants, aux panélistes. Très bonne réunion à tous. Merci Sandrine, merci. Ravi en effet de vous accueillir autour de cette session sur le développement et le déploiement de la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique. Donc, je suis Pierre-Samuel Gage, au-delà du cabinet conseil. En effet, j'anime cette commission RSE en fonction justement des thématiques qui sont les plus avancées, les plus matures, les plus intéressantes à partager dans le cadre de ces webinaires ou de conférences physiques, voire digitales, puisque on fait parfois un petit peu les deux. Là, en l'occurrence, on est plutôt en webinaire avec cette volonté d'avoir justement des intervenants du continent pour pouvoir contribuer. C'est au titre de cette commission, et c'est en effet avec le soutien du média Africa Mutendi que l'on tient ce type de webinaire. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les audiences qui s'intéressent à ces sujets sont autant sur le continent qu'en France et en Europe, et que ce média a la particularité de s'adresser à 160 000 contacts, 160 000 personnes qualifiées entre les deux rives, entre les deux continents, et donc de générer de l'intérêt autour de ces enjeux. Avant que je regarde un tout petit peu mon agenda, avant que je ne laisse la parole à nos invités de ce soir, non, ou plutôt l'inverse, avant que je ne fasse un topo très rapide sur les avancées de la RSE sur le continent africain, j'ai le plaisir nous avons le plaisir de recevoir ce soir trois intervenants représentants de grandes organisations continentales ou internationales et gouvernementales engagées et impliquées sur ces enjeux de RSE. Guita Rollens, qui est d'abord chef de l'unité des entreprises multinationales et de l'engagement auprès des entreprises du Bureau international du travail, c'est le bras droit, le bras armé même presque de l'OIT, qui va pouvoir partager avec nous justement des notions d'investissement durable et de pratiques d'entreprise responsable pour la réalisation notamment du travail décent. Nous avons également Nico Cosa, qui est chef de l'unité d'engagement du secteur privé auprès de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, AUDA-NEPAD, qui partagera avec nous les ambitions sur la contribution du secteur privé à la réalisation des objectifs de développement durable, et ceux fixés à l'agenda 2063 de l'Union africaine, puisque le NEPAD est le bras armé économique et industriel de développement de l'Union africaine. Et puis ensuite, enfin, Issa Souaré, représentant pour l'Afrique de l'Ouest francophone
du Global Compact Afrique des Nations Unies, qui partagera avec nous justement la vision du Global Compact Afrique et pour l'Afrique, puisqu'il y a déjà un réseau assez dense sur le continent, avec la volonté justement de développer largement les choses. Nous sommes sur un agenda qui va nous emmener jusque vers 19h, heure de Paris. Nous avons donc une bonne heure 15, 1h20 pour partager autour de ces enjeux. Et puis, très rapidement peut-être, pour vous faire un rappel ou un point sur les engagements de la RSE en Afrique, si cela convient à chacun, eh bien peut-être constater tout de même que les entreprises s'engagent de plus en plus fortement sur ces enjeux, hein. Les entreprises, alors notamment françaises et européennes, puisqu'il y a un engagement assez historique sur ces sujets de la part des groupes au niveau des headquarters, des sièges, qui se déploient bien évidemment sur l'ensemble de leur marché, mais pas seulement, puisque vous avez aussi en effet des entreprises, des acteurs canadiens, des acteurs américains et parfois chinois ou autres qui s'engagent sur ces enjeux de manière assez spontanée, puisque c'est en général au regard de leurs engagements sociétaux qu'ils prennent sur le sujet, mais il faut noter tout de même ou par ailleurs qu'il y a parmi les grandes mutations, des mutations normatives sur les enjeux ESG et dits de RSE, sur les questions environnementales, sociétales et gouvernance et de responsabilité sociétale. Et sur le sujet, l'Union européenne est particulièrement active avec de grands rendez-vous qui nous attendent sur ces enjeux. Une directive européenne sur le devoir de vigilance, inspirée de la loi française et de la loi allemande, entre autres, et qui devrait accompagner beaucoup les acteurs européens ainsi que leurs partenaires africains dans les chaînes de valeur du continent sur les enjeux de respect des droits sociaux, des droits environnementaux et des droits humains. Une réglementation qui est très attendue et qui devrait permettre de dire à un moment d'ailleurs que c'est l'Europe et l'OADA qui portent in fine la responsabilité sociétale des entreprises ou l'engagement le plus prononcé. On note aussi tout de même un fort engagement de la part des patronats sur ces sujets. Bon nombre d'initiatives dans différents pays, dans un certain nombre de pays très variés, hein, du Sénégal au Bénin, en passant par la Côte d'Ivoire. Il y a des labels qui se développent, des labels nationaux, des initiatives d'accompagnement des PME en Côte d'Ivoire, hein, typiquement, avec une boîte à outils qui est en train de se mettre en place, mais également au Bénin, mais également au Cameroun. Bon, on peut citer toutes les initiatives, mais le Maroc n'est pas en reste. La Tunisie et le patronat tunisien est particulièrement engagé. À ce propos, un rendez-vous probablement à ne pas manquer, c'est celui organisé en fin de semaine à Abidjan dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones, puisque pendant 2 jours, la CGECI accueille l'ensemble des patronats francophones internationaux pour parler d'un certain nombre d'enjeux. Et il y a une table ronde spécifique qui porte sur la RSE et l'engagement sociétal des entreprises et de leurs patronats sur ces sujets. Mais vous avez également des pays, bien évidemment, qui sont fortement avancés. On a fait un dossier spécial dans Africa Mutandi en partenariat avec Afrimag, que je vous encourage à aller retrouver sur notre site web, où on retrouve justement toutes ces initiatives, notamment du côté des pays, eh bien, des acteurs comme l'Afrique du Sud a mis en place typiquement une taxonomie verte depuis maintenant quelques mois, qui est une réglementation d'inspiration européenne, mais qui porte notamment sur les actifs verts et le recensement de ces actifs verts. Vous avez des pays comme le Gabon qui travaillent sur une stratégie nationale de responsabilité sociétale avec un volet contraignant, bien évidemment, hein, obligatoire, notamment sur les questions de droit du travail et de droits humains. Donc, toujours très, très intéressant de voir ce point-là, ces avancées et cette volonté de fixer des minima sur ces enjeux, mais également des dispositions incitatives pour garder l'esprit de la responsabilité sociétale, c'est-à-dire cet engagement volontaire au départ d'aller dans la recherche d'impact positif, eh bien,
des dispositifs d'incitatif, d'encouragement et de valorisation ayant vocation à pousser les acteurs justement sur ces questions. Et enfin, bien évidemment, et j'en profite d'ailleurs pour vous demander d'excuser le secrétaire permanent de l'OHADA qui a un agenda bien évidemment relativement complexe. Mais l'OHADA s'engage aussi beaucoup sur ces sujets et sur ces enjeux et travaille d'ailleurs actuellement sur un certain nombre de scénarios ayant pour ambition d'intégrer la responsabilité sociétale dans le droit OHADA et donc directement sur les 17 pays, ce qui serait véritablement innovant, hein, puisque ce serait une très très belle avancée pour ces 17 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, avec justement des options d'ancrage de cette RSE qui portent autant sur l'option d'étendre le traité fondateur de l'OHADA en y incluant justement cette RSE dans ce traité, donc, ce qui n'est pas neutre avec un certain nombre de points de complexité, d'intégrer sinon en option 2 cette réglementation RSE dans plusieurs lois uniformes, puisque vous savez qu'il y a une dizaine d'actes uniformes au sein même de l'OHADA et qu'un certain nombre de ces actes peuvent concerner et intégrer justement ces champs, ces chantiers de RSE. Il y a d'ailleurs le Cisco-OHADA prévoit déjà un reporting extra-financier avec la note 35 et qui pose justement ces fondamentaux du reporting financier qu'il faudrait ou s'il s'agirait d'étendre tout simplement. Et puis parmi les troisièmes options, la troisième option, c'est un acte uniforme propre, une loi propre spécifique à la RSE qui aurait la particularité bien évidemment d'être transverse puisque la responsabilité sociétale est une dynamique transverse, mais de bénéficier d'un cadre qui lui serait propre, ce qui pourrait être en effet extrêmement intéressant. Donc voilà, il y a beaucoup de chantiers sur le sujet, mais vous connaissez également l'OHADA, vous savez combien il est complexe aussi d'articuler les 17 pays et nous vous tiendrons informés des avancées sur ce projet et sur ses ambitions. Voilà, j'espère que je me suis attaché à faire relativement court pour enfin aborder le sujet qui nous anime quand les grandes organisations se mobilisent pour développer la RSE. Quelle vision et initiative de l'OID, du NEPAD, AUDA, du Global Compact Afrique, comment ces acteurs s'articulent et s'engagent aux côtés des entreprises, quelles sont leurs ambitions sur le sujet. Pour aborder ces points, je vous propose d'écouter dans un premier temps Madame Gita Rollins, qui est chef donc, de l'unité des entreprises multinationales et de l'engagement auprès des entreprises du Bureau international du travail. Si cela vous convient, chère Gita, la parole est à vous. Merci beaucoup, Pierre-Samuel, pour cette introduction et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, en effet, pour partager de l'approche de l'OIT en ce qui concerne la promotion de la RSE ou la conduite responsable des entreprises et plus spécifiquement en Afrique. J'ai partagé une présentation, donc je ne sais pas très bien si c'est vous qui allez gérer les slides ou si c'est… Ah oui, voilà, je vois que Virgile, voilà. Donc, j'ai préparé une présentation parce que je pense que ça aide bien à quand même cadrer un peu ma intervention. J'ai beaucoup de slides, mais par après, c'est à vous de les partager avec les participants. Hein, donc, je vais aller plus vite sur ma présentation. Mais je pense que c'est important de commencer par dire qu'est-ce que c'est l'OIT. Parce que souvent, comme on dit l'Organisation internationale du travail, on pense qu'on est les syndicats. Mais donc, on est une organisation spécialisée des Nations Unies et on prédate même l'Organisation des Nations Unies. Oui, Virgile, vous pouvez mettre le prochain slide. Et on est très particulier au sein des Nations Unies parce qu'on est la seule organisation tripartite des Nations Unies. Donc, ça veut dire qu'on réunit des gouvernements, comme c'est une organisation intergouvernementale, mais en plus des gouvernements, on réunit directement des représentants des employeurs et des travailleurs de nos 187 États membres. Et donc, évidemment, parmi ces États membres, il y a tous les pays de l'Afrique qui sont membres aussi de l'OIT.
Et qu'est-ce que font ces acteurs au sein de l'OIT? Ben, ils fixent les normes internationales du travail, donc en forme de conventions et de recommandations, traités internationaux que les gouvernements par après peuvent ratifier et qui forment la base du droit de travail dans beaucoup de pays dans le monde. Ces mandats tripartites élaborent aussi des politiques pour le monde du travail et on conçoit aussi des programmes en appui des États membres à promouvoir un travail décent pour toutes les hommes, toutes les femmes et les si vous préférez. monde entier. Donc, c'est ça ce que nous faisons en tant qu'Organisation internationale du travail. Et pour notre discussion d'aujourd'hui, il y a une déclaration de l'OIT qui est particulièrement importante. Et c'est la déclaration sur les entreprises multinationales et la politique sociale. Parce que l'objectif de cette déclaration, et c'est pas une convention, donc c'est pas un traité qui peut être ratifié par nos États membres, mais c'est une déclaration auquel tous nos pays membres, à laquelle tous nos pays membres adhèrent et font la promotion. Et donc, c'est justement encourager les entreprises multinationales à contribuer positivement au progrès économique et social et à la concrétisation du travail décent pour tous, ainsi que d'atténuer et à résoudre les difficultés que leurs diverses opérations peuvent soulever. Donc, on a vraiment ces deux éléments-là, encourager une contribution positive et atténuer et à résoudre les difficultés que des opérations des entreprises multinationales pourraient soulever. C'est le seul instrument de l'OIT qui s'adresse directement aux entreprises multinationales et nationales, y compris, bien entendu, les investisseurs, mais aussi au gouvernement du siège et du pays d'accueil des entreprises multinationales, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs. Reconnaissant que tous ces acteurs, bien entendu, ont des rôles et des responsabilités différents et en même temps complémentaires pour pouvoir avancer vers la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comme c'est une déclaration de principe, toutes les recommandations que nous avons dans cette déclaration sont dérivées directement de ce standard international du travail. Et les recommandations se situent dans 5 domaines: politique générale, création d'emplois, formation, conditions de travail et de vie et relations professionnelles. Et dans tous ces domaines, cet instrument vise à stimuler un dialogue entre tous les acteurs, évidemment au sein des entreprises, entre la direction et les travailleurs, entre le gouvernement et les partenaires sociaux, hein, ce que nous appelons le dialogue social, que vous connaissez très bien en France, mais aussi en Afrique. Au sein, entre les pays d'origine et les pays d'accueil des entreprises multinationales. Et là, je pense, Pierre Samuel a déjà mentionné tout ce qui est les législations en cours au niveau de l'Union européenne, évidemment, vont avoir des répercussions aussi dans les pays d'accueil des entreprises multinationales qui viennent de l'Europe. Et donc, tout ce qui est stimulé, le dialogue entre l'Union européenne, par exemple, les États membres de l'Union européenne et nos États membres en Afrique, ça c'est quelque chose que nous faisons directement. Donc, pour aller plus en détail sur ces différents chapitres de la déclaration, je n'ai pas le temps d'élaborer ici, mais pour vous donner une idée concrète, tout ça, ce sont des domaines qui dans ces déclarations sur les entreprises multinationales et qui donc donnent des recommandations aux entreprises, mais aussi au gouvernement et aux partenaires sociaux de comment travailler ensemble afin de réaliser des priorités nationales de travail décent et donc les objectifs de développement durable. Maintenant, quand on regarde les grands instruments internationaux en matière de conduite responsable des entreprises, évidemment, vous en connaissez sûrement des autres instruments,
notamment les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, qui est un instrument de l'OCDE, qui comprend pas tout, évidemment, et la majorité des pays en Afrique ne sont pas membres de l'OCDE. Il y a aussi les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui a été approuvé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et ces trois instruments ensemble, qui ont été adoptés par des organisations différentes, sont alignés dans leur approche vis-à-vis les entreprises et les responsabilités des entreprises. Et on retrouve une référence de ces standards internationaux, ces instruments internationaux, notamment dans des accords commerciaux, des accords d'investissement, des législations de devoir de vigilance, des accords cadres entre les entreprises multinationales et les organisations des travailleurs, mais aussi dans les codes de conduite, notamment de beaucoup d'entreprises multinationales, des codes qui sont adressés aux fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement, et aussi des initiatives multi-parties prenantes qu'on trouve vraiment dans tous ces instruments dans le cadre de stimuler une contribution des entreprises envers les objectifs de développement durable et notamment dans le cadre de l'unité objectif de développement durable numéro 8 sur une croissance économique inclusive et le travail décent. Donc, comment nous mettons alors en tant qu'OIT ces recommandations en œuvre? Donc, nous avons notamment un service qui s'adresse directement aux entreprises, qui est le Help Desk du DIT, et qui donne donc de l'assistance aux entreprises sur les normes internationales du travail. C'est un site web dédié dans lequel nous avons en moyenne 50 000 visiteurs qui ont accès ainsi directement à des questions-réponses, des outils, des ressources, des formations que nous organisons en tant qu'organisation internationale du travail, justement pour aider les entreprises à mettre en pratique les principes de ces déclarations sur les entreprises multinationales. Puis, il y a aussi les entreprises qui peuvent nous contacter directement pour obtenir un conseil gratuit et confidentiel pour des questions individuelles. Et je peux vous dire que c'est un service d'assistance qui est utilisé surtout par des entreprises multinationales qui ont bien entendu des opérations dans des pays où les systèmes de gouvernance ne sont pas toujours à la même hauteur que dans leur pays d'origine et où ils sont confrontés, où les entreprises sont confrontées avec des défis très particuliers et pour lesquels ils cherchent des orientations de notre organisation. Nous avons développé un outil d'auto-évaluation pour les entreprises sur la base de la déclaration sur les entreprises multinationales. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de ressources supplémentaires qui ont été développées pour les entreprises, y compris ensemble avec le Global Compact, sur les principes de travail du Global Compact. Donc, c'est notamment directement adressé aux entreprises. Mais c'est pas uniquement dans les entreprises, sur les entreprises que nous donnons de l'assistance, nous donnons aussi de l'assistance à nos pays membres, bien entendu, dans le monde entier. Et je voudrais juste partager quelques initiatives par rapport en Afrique, qui est bien entendu l'objet de ce webinaire. Donc, nous donnons beaucoup aussi au gouvernement et aux partenaires sociaux des assistances techniques au niveau national, régional et international. Donc voilà, vous voyez tout type d'assistance que nous donnons à nos pays membres dans le monde entier, y compris sur la RSE ou la conduite responsable des entreprises. Juste quelques projets que nous avons actuellement en cours en Afrique, c'est basé sur un partenariat que nous avons avec la France.
et qui nous a permis d'établir un bon partenariat avec l'UMOA, qui est donc, comme vous savez, l'UMOA, c'est l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons une très bonne collaboration sur la promotion de la déclaration sur les entreprises multinationales. Et c'est une collaboration qui avait été vraiment initiée par nos pays membres, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont vraiment été pionniers, si je peux le dire, dans la promotion de cette déclaration sur les entreprises multinationales dans leur pays, au moment aussi des points focaux pour la promotion de la déclaration. Et eux, ils l'ont mis au niveau sous-régional dans la collaboration avec tous les pays membres de l'UMOA. Donc, nous avons fait aussi des ateliers nationaux de renforcement des capacités, Nigeria, Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays, Bénin et d'autres pays, Mali et d'autres. Puis nous avons un grand projet aussi qui est financé par l'Union européenne et la Finlande, actuellement en cours en Cap-Vert, Côte d'Ivoire, le Ghana, Madagascar et Mozambique. D'ailleurs, il y a quelqu'un de mon équipe qui est cette semaine au Cap-Vert et une autre qui est en Côte d'Ivoire, justement pour des activités sur la RSE et la conduite responsable. Puis nous avons des autres projets notamment, donc comme je disais, pour travailler avec nos points focaux dans d'autres pays, notamment donc Côte d'Ivoire, Sénégal, mais aussi Sierra Leone et le Ghana. Voilà, Virgile, tu peux sauter quelques slides, c'est juste voilà pour vous donner plus d'informations. Mais donc nous avons documenté aussi ce que font ces points focaux, notamment en Côte d'Ivoire avec la déclaration. Donc ce sont des liens que par après vous pouvez regarder. Mais nous avons aussi documenté des études, des cas d'entreprise avec ces points focaux qui donnent notamment des bonnes pratiques des entreprises multinationales. Et j'ai juste listé là deux cas d'études, études de cas des entreprises françaises, comment ces entreprises contribuent vraiment aux priorités nationales qui en Côte d'Ivoire sont beaucoup en matière de la création pour des jeunes et créer des emplois dans les pays mêmes. Donc, à travers des liens aussi avec des entreprises locales, mais aussi en ce qui concerne la formation pour les jeunes et par après, évidemment, l'embauche des jeunes dans les opérations des entreprises françaises. Donc, ça aussi, nous faisons aussi, nous partageons justement toutes ces bonnes pratiques. Puis nous avons des projets pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement dans plusieurs pays en Afrique, des projets dans l'Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Éthiopie, Maroc, Éthiopie, voilà, dans certains secteurs. Donc, nous avons beaucoup d'opportunités, si vous voulez dire comme ça, d'engagement aussi pour des entreprises, des investisseurs que vous êtes, et aujourd'hui, en participant dans ce webinaire, y compris dans les dialogues nationaux que nous organisons sur les priorités nationales, s'il s'agit de travail des jeunes, emploi des jeunes, évidemment, élimination du travail des enfants, la formalisation des entreprises, des formations que nos organisations et d'autres, mais aussi pour stimuler des échanges aussi sur des défis que vous rencontrez en tant qu'entreprise avec des opérations dans des pays en Afrique et aussi des dialogues avec des points focaux. Et je peux juste vous dire que la France, comme je disais, est vraiment un partenaire très important pour nous et participe vraiment dans des échanges que nous organisons avec des pays, surtout des pays francophones, je dois dire, parce que c'est là-bas qu'on a le plus d'investissement, évidemment, des entreprises françaises. Nous partageons, nous stimulons ces échanges aussi avec les gouvernements français, notamment la législation
voilà, on a déjà fait référence à cette législation de devoir de vigilance en France. Évidemment, c'est une législation qui a fait que les entreprises françaises sont notamment beaucoup plus engagées aussi sur cette thématique, mais rencontrent aussi bien entendu des défis dans la mise en œuvre sur plusieurs points. Voilà. Ça, c'est aussi notre site web où vous trouvez beaucoup plus d'informations sur ce que nous faisons dans ce pays. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci chère Gita pour ces précisions, pour l'ensemble de ces éléments partagés. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que les documents présentés seront mis à disposition. N'embouteillez pas le jeu de questions-réponses ou la séquence, enfin l'espace questions-réponses sur le sujet, tout sera adressé. Sinon, vous pouvez nous contacter. Donc, c'est pas véritablement un enjeu. Chère Gita, j'avais une question concernant ce MOOC que vous avez organisé avec succès. Qui est presque terminé, mais l'ensemble des sessions de webinaires ont déjà eu lieu. Vous avez plus de 1200 participants inscrits, hein, et sur beaucoup du continent, beaucoup d'acteurs économiques français et européens sur le sujet, mais pas seulement, hein, des représentants des administrations du droit du travail de plusieurs pays. Donc, on a vraiment un très, très beau panel avec ces 1200 participants. D'abord, votre premier retour d'expérience sur le sujet, même si ce n'est pas tout à fait fini. J'espère moi-même avoir ma certification. Hein, donc, je bûche, je travaille. Voilà. Et puis, par ailleurs, est-ce que vous comptez répliquer cet événement de manière à démultiplier l'impact et auquel cas, bien évidemment, autant le CIAN qu'Africa Mutandis serait ravi d'assurer une promotion forte de ce rendez-vous pour faire ce travail de pédagogie où on a retrouvé, d'ailleurs, vous avez raison, également parmi les intervenants, Issa, soirée. Donc, comme quoi vous marchez bien la main dans la main entre organisations. Alors, retour d'expérience et session 2. Oui, ben, je pense, voilà, c'est une expérience très intéressante, je dois dire, parce qu'on voit comment, d'un côté, on a des participants qui sont tout à fait nouveaux, si je peux le dire comme ça, dans cette thématique de la RSE ou la conduite responsable des entreprises, qui sont un peu perdus dans tous ces standards internationaux, qu'est-ce que ça veut dire pour notre pays. Et d'un autre côté, on voit vraiment des acteurs qui sont déjà très engagés dans la thématique et qui voient aussi les défis qu'ils rencontrent dans leur pays, notamment pour faire quand même respecter certains standards internationaux dans les opérations des entreprises multinationales et surtout qui cherchent des opportunités pour mieux aligner, en effet, ou mieux trouver des partenaires dans le secteur privé dans la réalisation de ces objectifs de développement durable et des priorités nationales. Comment trouver des partenariats pour vraiment aller de l'avant? Et je pense que le MOOC, c'est quelque part une première introduction d'un côté à toute cette thématique, qui est une thématique, je peux dire, je trouve, ça fait très longtemps que je travaille dans cette thématique, mais elle est très dynamique. Et surtout avec les développements qu'on voit au niveau de l'Union européenne, par exemple, mais pense à des retombées dans des autres régions du monde, comment on peut vraiment sensibiliser les acteurs dans les autres régions du monde, notamment en Afrique, sur ces thématiques. Le MOOC est une bonne introduction, mais après, il faut faire le travail sur le terrain, dans les pays mêmes. Et c'est ça, évidemment, pour ça, on est aussi là au IT pour travailler avec le ministère du Travail, avec nos partenaires sociaux et aussi avec les chambres de commerce, avec les investisseurs et d'autres pour, en effet, avancer dans cette thématique. Mais c'est bien de savoir que vous avez beaucoup apprécié le MOOC et vous faites beaucoup de publicité. Bon, bah, écoutez, on s'engage pour la deuxième session. N'hésitez pas. Bon, au-delà, je vois qu'il y a encore des questions, mais je pense que il est temps, it's time to Nico to present the different initiatives that have been led by the NEPAD AUDEA regarding specifically the Agenda 2063. Sorry for my English, and sorry I didn't alert that it was a session in French and in English, but we have the pleasure to have now Nico Koza, which is leading the engagement unit of the private sector
at the Agency for the New Partnership between, for the African development, for the development of Africa. And if we could have her slides and her sound, it will be a pleasure to listen to her and to share what NEPAD and AUDEA is preparing. Nico, the floor is yours. Thank you very much, and bonsoir à tous. And I think I must apologize ahead of time parce que je parle un peu français. So I'm trying to follow and to hear, but really do appreciate the opportunity to be part of this discussion this evening. And indeed, as I wait for my slides to come up, perhaps I may just give a bit of a background. Indeed, I am with the African Union Development Agency, heading up their newly established private sector engagement unit. And maybe before I even begin my presentation, just to give a bit of a preface and say that as the African Union Development Agency, we are very keen to work with the private sector, particularly around elements related to CSR. We are in the process now of crafting our strategy, which will really outline, we hope to have the strategy finalized at the end of this year, so that next year we can then begin the actual work of engaging the private sector around CSR, of developing certain programs and projects that we can undertake as a collective. So maybe just to confirm, if maybe Pierre, you can hear my sound. It is a bit shaky on my end, but if you can't hear me, please just indicate. So perhaps we can begin and move over to the first slide in the presentation, Virgil. Yeah, so very briefly, I'm pretty sure that everybody on this call is well aware of who we are as AUDA NEPAD, but I'll spend a bit of time just really contextualizing who we are, what our mandate is, but also setting the scene that says to us, this is why we want to engage the private sector. This is why we want to engage in issues of CSR. Now, just by way of background, in 2018, the NEPAD Planning and Coordinating Agency was transformed into what we now know as the African Union Development Agency, making us really the first ever development agency of the African continent, and really giving us a mandate and implementing all the projects that are encompassed under Agenda 2063, which in essence is the development blueprint for the continent. So much like the SDGs are at a global level, we in Africa then work on Agenda 2063, which of course also do speak to the SDGs. Now, under Agenda 2063, there are a number of flagship programs and projects, and it becomes our responsibility as an organization to see how we implement and execute those particular projects. Another very key element of the work possible for undertaking the full range of resource mobilization, to just basically see where we can tap into viable resource streams in order to finance the work of NEPAD, to finance the work of the African Union, but more importantly, to really finance the projects on the ground in member states where there would be the greatest impact. May we move to the next slide, please? The next slide just gives an overview of the kinds of thematic areas that we work in. And under each of the thematic areas are different programs and projects that are implemented either at regional level or at individual country level. So we work in the area of health, economic integration and infrastructure, on issues of climate change, as well as on skills, entrepreneurship, and vocational training. And I might even add that when we look at all of these pillars, the work that we need to do, particularly in the unit that I run, is to see where we can forge really meaningful partnerships with the private sector, to bring in the private sector in each of these categories that are here. For example, we have a very good program running, which is called the Health Accelerator, where we've partnered with a number of financial institutions to help emerging SMEs on the continent to really reach the objectives in the space of health.
We have recently launched a youth development program as well called Energize Africa. And it really is a program that's aimed at seeing how we can utilize the youth dividend on the continent to contribute to development. And once again, here we are working with a number of really big private sector players, Afrexim, Bank for one, who have come on board and said they want to support the work that we as AUDA NEPAD do. But what we want to do is not just work on very small projects, but really ensure that as an organization, we are able to harness the collective efforts and contributions of the private sector in each of these areas that I've named there. We can move to the next slide. Now, as we wait for the next slide, we have undertaken an exercise as the agency to actually say, given the broad mandate that we have to execute and implement Agenda 2063, obviously we are well aware that it will require, incredible resources for us to do this work. So we undertook an exercise that basically said, best case scenario, how much would we require to be able to implement everything that we have in our 5-year strategic plan linked to Agenda 2063. There was a very huge figure of about $550 million US dollars at the top end. At the bottom end, about 148 amount and a figure that will at least see us implement the current programs that we have, but also be able to scale up and go in a direction that we'd like to go to get bigger. And so we're looking at about a resource need that comes just under 400 million US dollars. And of course, we are aware that these resources cannot come from the public sector alone. These resources cannot come from the AU alone. So there will have to be a really broad range of partners that we as the agency engage for us to actually reach these immense figures. We can go to the next slide, please. Now, when we look at the current resources that we as an organization have, a lot of them come from our member states who give voluntary contributions. A very small amount comes from your grant management fees, but a huge amount really then comes from the work that we do with development partners. But really what I want to then say, up to this resource flows, these are absolutely insufficient to allow us to effectively implement Agenda 2063, hence making the case for us to say, how do we work with corporates? How do we work with the private sector? How do we dig in to that part, to that pot of gold, if I was so to say, for them to contribute to development imperatives. Next slide, please. So the next slide really just gives an overview of the different areas and elements where as an agency we'd like to focus. But really the only relevant one I'd like to speak to here which is on the left-hand side of your screen on, private sector funding for development. And this is where we want to go. We've had a number of engagements since I came on board to lead this year to say, of course, if we might want to work with the private sector, we also need to be quite aware and really targeted in how we want to work with them and what kind of elements we are going to pursue first. We can go to the next slide, please. And in these discussions that we're having, we then came up with a number of categories of different private sector actors that we would want to engage. So whether we're engaging high net worth individuals, whether we are engaging, philanthropists, foundations, charities, impact funds and facilities, or whether we are actually engaging, your multinational corporations. This is the kind of work that we now need to do. But when it comes to the work that we want to do with multinational, companies, it was quite clear to us that as a start, given the fact that we are really quite new in the space of take a targeted approach in terms of how we want to work, with these multinational companies. And one of the key areas or windows of engagement that we've identified would be in the area of corporate social responsibility, or perhaps sustainability, as it's known in some quotes. Of course, all of us here online would know that a lot of these huge companies
have, budget allocations to contribute to some development aspects or projects within the communities, regions, or countries which they service. And as AUD NAPAD, we want to tap into that space of engaging corporates from the CSR point of view. So, for example, earlier on, I spoke about the work that we do in agriculture and food security or in health. So the idea here for us would be, if we're talking about, say, having programs on health, how are we able to identify companies that work in that particular space, already have somewhat of a budget allocation for CSR activities that are either under the health banner, work with those corporates to devise programs and projects that speak to the imperatives of Agenda 2063, that we as AUD NAPAD and the respective corporates can then work together to develop, to deliver on those particular projects. So the work that we really want to embark on come 2023 is to see how we can almost shortlist some companies according to the various categories or sectors or thematic areas that we are working in, and see how we can work with them to in a way that speaks to attaining Agenda 2063. But one of the elements that we also want to sort of try and shape is that oftentimes when we speak about CSR, it normally is perhaps about a company building a library or supplying books to a school at that small scale. So although that is good, there's so that it does not only become about delivering, a once-off building or delivering something and then moving on, but how are we able to engage interested corporates that really want to contribute to Agenda 2063 in a meaningful and recurring way, and put together programs and projects that could be short to mid to long term in nature. Next slide, please. Now, the next slide really is a representation of some of the discussions that we've been having, not only in-house as AUD NAPAD, but a lot of work has been done really in the last 6 months of actually engaging corporates, engaging these companies that we want to work with, to really ask them, how do they work? What would we as AUD NAPAD need to do in order to be able to engage them? So on the left-hand side there, we see some sort of approach to engaging corporates on CSR that as AUDA would be into. So in certain instances, it could be a case of us as an agency identifying a particular company or a set of companies that is, and then approaching them with an opportunity for them to make a difference, but something that also still meets the bottom line that would entice them and really interest them to come on board. And here we would then work to co-develop certain programs and projects. So historically at AUD NAPAD, we have also worked with a number of companies by following this particular approach. Another approach could relate to co-development, whereas we have, interested private sector parties that come to us and we work together in order to devise somewhat of a solution that meets the objectives of Agenda 2063, or it could be partner-led. We have as well some corporates like your Vodacom that we've worked with, your Afrexim that we've worked with, who've come to us and said, because you are so ideally positioned as the development partner of the AU or of the continent, we'd like to work with you in a particular sector. This is how much we have. Can we co-design a product together? So as AUDA, we are open to a myriad of different approaches on how it is we can work with the private sector, particularly from the CSR and even CSI perspective as well. What's envisaged on your right-hand side will be some of the modalities that we want to undertake as AUDA NAPAD in the space. So, for example, how do we work with, private sector fora on the continent and globally as well? How do we take part in conversations, in business councils? And how do we build those kinds of partnerships that will really serve to advocate for who we are as AUDA NAPAD, what for the private sector to see an opportunity for themselves to actually participate in the development, debate and delivering solutions as well. But we also want to do a lot of work in terms of not only focusing our efforts on the continent, because we are well aware that there may be many other partners outside of the African continent who might be interested in really contributing to the work that we do as an agency, as partners. And for example, here
we can work, we would like to work, for example, with the French Council of Investors in Africa and a number of other similar bodies, because already these entities are already doing work on the continent. So I think it really would serve as such a good low-hanging fruit to identify these particular chambers and really see how can we work together to fashion out solutions that speak to attaining Agenda 2063. Next slide, please. Which I believe might be the last slide. But in essence, one of the key elements, which I was just jotting down, even as the previous speaker was speaking, to say, what kind of engagements are we looking for? We are well aware that when we speak about engaging the private sector, it is not only money or cash inflows that will come in, but a myriad of other contributions that the private sector can bring in through the CSR window. So whether it is on technical expertise, it's something that is very welcome as well. Whether we are partnering on areas of advocacy in terms of getting the word out there in terms of what we're doing on Agenda 2063, where the opportunities lie for the private sector, that is something that we'd be open to as well. But also on areas of policy dialogue. Oftentimes, you might find the private sector wanting to dialogue on certain policies, a policy element that inhibits the work that they do as AUDA. We would want to step into that space and work with them as well. But I think more than anything, we want to see how as AUDA we can work with the private sector for now through the CSR window in order for us to mobilize resources, not only for the work that we do as an agency, but also really to support the projects and programs that we have on the ground. I'm going to stop my presentation there. I can hand over back to. I've tried to keep it as succinct as possible, but whilst really bringing out the private sector CSR elements and approaches that we'd like to get into. But perhaps before I hand back, to even just preface and say, we really see this first engagement as one where we put ourselves out there and say, this is who we are, and this is how we want to engage with private sector, and as well as with the organizations that are on this call as well. So we really do hope that after this engagement, there are good linkages and discussions that can flow thereafter, and that come 2023, that some of the partners that we have on this call, we can actually fashion some programs and projects together. I'm also quite to see here Global Compact as well, where they've also featured as well as one of the partners that we'd like to work with going forward. So Pierre, I'm going to stop here and hand over back to you. Thank you very much. Thank you so much, Nico. It was really a pleasure to hear what IUDI is preparing regarding CSR, and to hear about your ambition and the ambition finally also of the African Union, because it's clearly your corporate partners. We really be there to support your initiative and to specifically to communicate on your ambition regarding these points, to facilitate all these elements, specifically between Africa and Europe, Africa and France, and between IUDA and the private sector. I'm sure you will have the same opportunity than ILO to develop some case with some companies such as Carrefour or CFAO, which has been rapidly evocated during the presentation of Gita, and we will be happy to have you soon on this on stage to learn more about the next step from your side. Thank you very much. It was indeed a pleasure. And I propose now to let Issa speak for the Global Compact. And we're going to switch in French. Sorry for that, Nico, and I hope I'm learning. I'm learning English also. And so I will ask to Issa Souaré, représentant pour l'Afrique de l'Ouest francophone du Global Compact Afrique des Nations Unies, de partager l'approche du Global Compact, son déploiement sur le continent africain, sa stratégie d'accompagnement, sachant qu'il peut déjà compter tout de même sur bon nombre d'entreprises françaises et européennes qui sont signataires du Global Compact et qui ont des filiales sur tout le continent. Donc, il y a énormément de choses qui sont déjà mises en œuvre pour partie, mais qui peuvent même maintenant être beaucoup plus déployées et accompagnées, notamment
quand il s'agit d'embarquer les autres acteurs et d'autant plus les PME africaines qui sont les partenaires des entreprises européennes et françaises et qui sont les premiers sensibilisés finalement par ces acteurs-là sur les enjeux de responsabilité sociétale et sur l'engagement citoyen qu'il y a derrière. Issa, à ton tour. Merci Pierre. Merci Pierre de me recevoir et je veux demander à Virgile de partager l'écran. OK. Le Global Compact des Nations Unies, accélérer et amplifier l'impact mondial des entreprises. Bon, je suppose que presque tout le monde connaît le Pacte mondial des Nations Unies. Nous sommes en fait une initiative qui relève du secrétariat général de l'ONU en charge de faire la promotion des objectifs de développement durable vis-à-vis des entreprises. Et le précurseur de l'initiative a été le feu secrétaire général Kofi Annan en 99 lors du Forum mondial de Davos. Il a suggéré aux entreprises que les entreprises et les Nations Unies devaient s'unir en ce qu'il a qualifié de pacte mondial de valeurs et principes partagés afin de donner en fait un visage beaucoup plus humain au marché mondial. Et en 2000, en fait, l'initiative a été lancée avec un groupe d'entreprises et le Pacte mondial des Nations Unies s'est intégré les 17 objectifs de développement durable dans sa stratégie et sa culture, la culture de l'entreprise et c'est aussi s'engager envers les 10 principes du Pacte mondial qui tournent autour du respect des droits de l'homme, des normes du travail, de l'environnement, de la lutte contre la corruption. Okay. Actuellement, dans le monde, nous avons plus de 16 000 entreprises engagées aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies, avec plus de 3 800 participants non commerciaux dans plus de 160 pays. Et nous avons 109 réseaux locaux et avec 87 millions d'employés, c'est-à-dire des personnes impactées par des entreprises recrutées au niveau du Pacte mondial des Nations Unies. Du côté de l'Afrique, nous avons 10 réseaux locaux sur le continent, un au Congo, en Égypte, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, à l'île Maurice et l'océan Indien. Nous avons aussi un réseau au Maroc, un en Afrique du Sud, un en Tanzanie et en Tunisie. Et nous sommes en fait dans une étape d'expansion à travers des country managers comme moi. Et nous sommes en expansion en Angola, en Algérie, au Botswana, en Afrique centrale, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Je profite à saluer Félix, mon collègue, il est au niveau de l'atelier. Et en Afrique de l'Ouest francophone, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, le Rwanda. Et maintenant, en 2023, nous pensions aussi étendre nos activités en Éthiopie, en Namibie, au Mozambique, Lesotho, Eswatini, Malawi, Zambia, Zimbabwe. Au niveau de ce point, il a noté qu'au niveau de l'expansion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de réseau local, nous sommes en train de travailler avec le secteur privé, avec les différentes parties prenantes, les bureaux des coordonnateurs résidents et les différentes agences des Nations Unies sur l'incubation du futur réseau local. Et nous sommes en train, parce que c'est un peu les pratiques de durabilité, la RSE, c'est un peu nouveau sur certaines parties du continent. Donc, nous sommes en train de sensibiliser, de faire des activités de sensibilisation sur la proposition de valeur du Pacte mondial, sur les avantages que les entreprises ont à s'inscrire dans une démarche de RSE, à s'inscrire dans des pratiques de durabilité. On les montre les avantages et on les montre les différents avantages qu'il y a d'être recruté au niveau du Global Compact. OK. Nous allons maintenant parler en fait de notre proposition de valeur par rapport aux entreprises, l'apport du Pacte mondial aux entreprises. Avec le Global Compact des Nations Unies, les entreprises participantes créent de la valeur durable en ayant un impact mesurable sur les défis les plus urgents du monde. Suivant. OK. À travers le Global Compact, les entreprises peuvent orienter l'impact sur des objectifs spécifiques.
les entreprises ont un effet significatif sur leurs résultats. Ils ont une action ambitieuse à grande échelle. Les entreprises de toute taille, peu importe les zones géographiques et secteurs, à travers leur chaîne de valeur et à travers les écosystèmes entiers, peuvent contribuer. Les entreprises ont aussi la possibilité de communiquer sur leur progrès au niveau de l'intégration des 17 ODD, au niveau de leur stratégie et la culture d'entreprise et les 10 principes du pacte mondial qui tournent autour du respect des droits humains, normes du travail, environnement, lutte contre la corruption. Et les entreprises, cette communication sur le progrès, ce rapport public est en fait visible sur notre plateforme et on peut aller sur la plateforme du Pacte mondial et ce sont des informations qui sont visibles et ça permet aux entreprises d'avoir une certaine clarté et une certaine notoriété. Une entreprise incapable de communiquer sur le progrès se verra radiée de l'initiative. Au niveau de l'impact des objectifs spécifiques, des entreprises participantes du Global Compact, les différentes entreprises ont en fait un impact sur les droits humains et nous avons des partenariats sur le plan global avec le Haut Commissariat des droits de l'homme et en fait s'engager au niveau des 10 principes, c'est s'engager en fait aussi à la protection des droits humains et aussi au travail décent, à la lutte contre le changement climatique. Récemment, en fait, au niveau de l'Afrique, nous avons organisé l'ABLC, l'Africa Business Leader Coalition, c'est-à-dire nous avons organisé des tables rondes à travers l'Afrique dans l'optique de recruter les 100 entreprises les plus exemplaires d'Afrique et leur amener à signer une déclaration en faveur du climat à la COP27 le mois prochain en Égypte. Et tout ceci, en fait, bien entendu, inscrit dans l'accord de Paris sur le climat afin d'avoir nos taux d'émission de gaz à effet de serre en dessous de 1,5 degré d'ici 2030. Et aussi, les entreprises ont un impact, en fait, sur les pratiques contre la corruption parce que rejoindre le pacte mondial, c'est s'engager, en fait, à lutter contre la corruption. Aussi, au niveau de l'ODD 5, l'égalité entre les sexes, les entreprises doivent inclure en fait les pratiques de parité et l'intégration des ODD, l'ODD et la gouvernance transformationnelle. Et en fait, par rapport aux 10 principes, et il y a un sous-ensemble d'ODD adaptés aux entreprises africaines. Par exemple, il y a ces ODD qui sont vraiment très primordiales pour les entreprises de les intégrer au niveau de leur stratégie. Par exemple, quand nous prenons les 4 premiers ODD, l'ODD 1, non à la pauvreté, l'ODD 2, fin zéro, l'ODD 3, bonne santé et santé pour tous, l'ODD 4, l'éducation de qualité. Et nous pensons que ce sont des ODD, en fait, les plus primordiaux et les entreprises doivent vraiment inclure ces ODD au niveau de leur culture et leur stratégie afin d'avoir un monde meilleur pour tout un chacun de nous à l'horizon 2030 où personne ne soit laissé pour compte. Aussi, nous avons des ODD très importants aussi dont nous faisons la promotion, l'ODD 5, l'égalité du genre à travers le soutien de l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes et la représentation des femmes dans les espaces directionnels, les politiques favorables à la famille, éliminer la violence et le harcèlement. Et nous avons l'ODD 8 aussi, dont nous faisons la promotion, les droits fondamentaux du travail, la santé et la sécurité au travail, le salaire, les revenus, c'est-à-dire payer des employés des salaires décents. Nous faisons la promotion de telles pratiques et l'approvisionnement durable. Et l'ODD 13 au niveau du climat, l'adaptation autour des infrastructures résilientes au changement climatique, le financement de l'adaptation de stratégies, une transition climatique juste. Et l'ODD 16, la paix, la justice et avoir des institutions fortes. Et nous faisons la politique du secteur privé en matière de droits de l'homme pour compléter le gouvernement, la lutte contre la corruption, les actions collectives et propriété effective
afin qu'on puisse tous s'aligner sur l'ODD 16. L'ODD 17 tirait parti des engagements avec des engagements programmatiques avec les organisations clés pour se réunir pour un impact à grande échelle. Donc, une action ambitieuse à grande échelle. Les entreprises de toute taille, comme Pierre l'a mentionné précédemment, et même les PME, en fait, qui ont des rapports sur leur chaîne de valeur avec des grandes multinationales européennes et autres, les entreprises de toute taille, en fait, peuvent s'engager au niveau de l'initiative. Et une fois elles s'engagent au niveau de l'initiative, leur domaine d'impact, en fait, elles se connectent, elles apprennent, elles inspirent, elles ont la possibilité de dialoguer. À travers le Global Compact, bien entendu, on a la possibilité de participer aux événements une fois recruté, une fois l'entreprise est participante, on a la possibilité de participer aux événements du Global Compact, notamment les événements de l'ONU sur le secteur privé. Et nous avons l'Académie du Pacte mondial qui regorge de nombreuses ressources qui permet d'accompagner les différentes entreprises participantes tout au long de leur voyage vers la durabilité. Nous avons des groupes de travail entre pairs, nous avons des accélérateurs. Récemment, nous venons de lancer un accélérateur, Business and Human Rights Accelerator. Nous avons la sensibilisation des acteurs politiques et nous avons des Think Labs. Je parlais tout à l'heure de la communication sur le progrès. Nous avons en fait cette plateforme du Global Compact sur laquelle en fait on peut voir le progrès des entreprises recrutées par rapport au principe du Global Compact, du UN Global Compact et à l'intégration des ODD au niveau de leur culture et stratégie. Et nous avons une base de données publique ouverte à toutes les parties prenantes à des fins de transparence, de benchmarking et de comparaison. Nous avons les liens vers des ressources, des initiatives pertinentes et solutions du Global Compact, local, régional, mondial, pour aider les entreprises à apprendre à chaque étape et leur permettre de bénéficier de l'expérience de leur père. Nous avons aussi cette possibilité aux entreprises recrutées de recevoir des conseils et d'accompagnement personnalisé tout au long au niveau de leur stratégie RSE. Au niveau de l'Afrique, en fait, l'Afrique, il y a bien entendu d'énormes potentiels où nous avions en fait une forte diversité linguistique en Afrique. En Afrique, on parle 2100 langues. On a tous, tout un chacun de nous, on a tous en fait nos différents dialectes locaux et on a une très forte diversité culturelle. Nous avons des démocraties relativement jeunes. En général, la plupart des démocraties africaines ont moins de 60 ans et les entreprises africaines ont des relations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales avec une opportunité d'en tirer parti et de favoriser une plus grande régionalisation. Et il y a une forte croissance économique au cours des 15 dernières années. Et malheureusement, la COVID et la pauvreté généralisée peuvent, par exemple, impacter la réalisation des ODD à l'horizon 2030. Au niveau de notre stratégie pour l'Afrique, elle tourne autour de 3 objectifs stratégiques. Se concentrer sur, nous voulons recruter 100 entreprises les plus exemplaires d'Afrique et à travers des réseaux locaux solides, nous avions 4 centres principaux en Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et le Maroc. Et le Hub Afrique, en fait, se trouve à Abuja, au Nigeria. Et nous voulons que ces différentes entreprises se concentrent sur les enjeux et les ODD plus pertinents pour les entreprises du continent. Aussi, l'impact inclusif. Tous les secteurs, géographie et taille d'entreprise, y compris les PME, avec des programmes et le soutien des réseaux locaux ou du hub au Nigeria. Nous voulons tirer parti des associations, des chaînes d'approvisionnement des capitaux, institutions financières, entreprises multinationales et panafricaines et associations clés.
plan programmatique et expansion opérationnelle, développement et localisation du programme. Nous avons des domaines thématiques clés, les femmes en affaires, les transitions justes, l'adaptation climatique et résilience, entreprises et droits de l'homme, entreprises anticorruption et éthique. Plus de 10 programmes supplémentaires avec un contenu existant devront être adaptés au contexte africain. Au niveau de l'expansion opérationnelle du pacte mondial, nous avons des principaux domaines opérationnels prioritaires pour assurer le succès stratégique en Afrique à travers notre hub au Nigeria, à travers nos 4 centres, à travers le renforcement des locaux existants et l'Académie du pacte mondial et les différentes ressources disponibles pour, bien entendu, sensibiliser les entreprises. OK? Par rapport à ce que les PDG disent, en fait, nous avons réalisé des statistiques et on se rend compte, en fait, que les PDG parlent, en fait, des différents avantages qu'ils ont à rejoindre l'initiative et intégrer les pratiques de durabilité au niveau de leur stratégie. Donc, on constate que les PDG mentionnent en fait l'augmentation de la notoriété de leur entreprise. Il y a d'autres qui mentionnent en fait la hausse des revenus et il y a d'autres qui mentionnent en fait l'atténuation des risques et la réduction des coûts à travers des pratiques durables. Et ce sont en fait certains points des avantages d'insérer une stratégie RSE et de rejoindre le Global Compact. Maintenant, comment rejoindre l'initiative? Pour rejoindre l'initiative, en fait, il faut bien entendu consulter les conditions de participation. L'entreprise doit être éligible, l'entreprise doit être une entreprise légale dans le pays où l'entreprise est. L'entreprise ne doit pas être sous sanction de l'ONU et l'entreprise doit répondre à certains critères d'éligibilité mentionnés sur le site Internet. Mais en général, toutes les entreprises peuvent postuler si elles ne sont pas sous sanction de l'ONU, si elles répondent aux critères mentionnés sur le site d'Internet. Et aussi, l'entreprise doit adresser une lettre d'engagement signée soit par le PDG selon la forme juridique de l'entreprise ou le directeur général avec le soutien du conseil d'administration que l'entreprise s'engage à intégrer les 17 objectifs de développement durable dans sa stratégie et culture et les 10 principes du pacte mondial. L'entreprise doit s'engager à intégrer les 10 principes du pacte mondial et à communiquer annuellement sur son progrès par rapport aux principes. Et si l'entreprise est dans l'incapacité de communiquer par rapport aux différents principes, l'entreprise se verra radiée de l'initiative. L'entreprise doit remplir le formulaire de demande en ligne et l'entreprise doit soumettre sa candidature. Donc, sous le lien en dessous, http unglobal-compact.org/participation/join/application. C'est le lien auquel les entreprises peuvent utiliser pour pouvoir soumissionner. Et bien entendu, après la soumission de la candidature de l'entreprise, une due diligence sera réalisée par les services du UN Global Compact et l'entreprise recevra une notification par rapport au résultat de sa candidature au bout de 2 semaines. Aussi, bien entendu, les entreprises ont en retour en fait des contributions à des cotisations annuelles pour soutenir en fait l'initiative par rapport aux différents revenus des entreprises, par rapport aux différents revenus annuels des entreprises. Les entreprises doivent contribuer en retour. Une entreprise ayant des revenus à plus de 30 milliards contribue à $30,000 jusqu'à, vous voyez, au niveau des chiffres, en fait, jusqu'à, par exemple, une entreprise ayant des revenus de entre 50 à 250 millions de dollars annuels aura contribué $5,000. Une entreprise ayant des revenus entre 50 et 250 millions aura contribué $2,500. Et une entreprise ayant des revenus entre 25 à 50 millions
des frais de réseau local s'appliqueront, c'est-à-dire les différents réseaux locaux détermineront les frais, mais quoi qu'il en soit, les différents frais en fait seront en dessous de 2 500 $. De même pour des entreprises ayant des revenus inférieurs à 25 millions de dollars. Donc, nous serons ravis, bien entendu, de pouvoir avoir le plus d'entreprises participantes en Afrique à pouvoir rejoindre l'initiative. Et il suffit de pouvoir se connecter sur le site du UN Global Compact. Et je vous remercie. Merci beaucoup Issa pour cette présentation sur les ambitions et ce que peut apporter le Global Compact pour poursuivre bien évidemment les activités du Global Compact en France, mais également au niveau de l'ONU. C'est un formidable réseau en effet de partage d'expériences extrêmement enrichissant sur ces sujets avec ce que je note ici, un point très important, très intéressant, notamment pour le continent africain, c'est l'accessibilité, parce qu'en effet, il y a un investissement, mais il ne faut pas qu'en effet, les contributions financières soient un frein aux démarches de progrès. Le progrès reste une priorité, hein, le progrès, les objectifs de développement durable. Bon, mais c'est vrai qu'il faut à la fois un engagement à la fois personnel de la part du président, financier, parce que ça engage l'entreprise, et par ailleurs de reporting sur les contributions, qui est parfois le plus compliqué hein, pour les petits acteurs qui ont des petits impacts avec des petites empreintes, et bien, qui se retrouvent finalement à ne pas avoir, ne pas savoir que dire ou que raconter dans ce rapport de progrès. C'est l'un des points parfois de complexité quand on n'arrive pas à trouver ces engagements et surtout à aller les mesurer. Avant qu'on ne passe du côté du question Zoom, qui n'arrête pas justement de tomber quand je vois mon écran avec toutes ces interpellations, ce que je constate, c'est qu'il y a une très forte convergence, congruence et coopération entre ces différents acteurs qui articulent justement bien les choses avec cet objectif d'aller faire de l'impact sur le continent africain. C'est en même temps à la fois des organisations qui apportent un cadre avec des obligations fortes, mais également un soutien sur ces démarches de progrès. Et c'est, je pense, ce qu'il faut saluer et ce qu'il faut aller particulièrement rechercher, parce que ce sont des sources d'inspiration très, très fortes. Et je salue cette cohérence. Peut-être une question sur un peu générique auprès de nos trois intervenants sur alors j'aurais tendance à poser la question de quel est l'impact prioritaire recherché par nos trois acteurs. And I'm gonna translate my question in English in order for Nikio to follow the question. If you had you member of 3 organizations, international organization involved in sustainable development and on corporate social responsibility, if you could have a shared impact, and if you would have to define a common impact that could link your 3 organization in order to have some in progress and some impact, what could be this impact search? If my question is clear for Nico, but also for Issa and Gita, because when you speak a continental English like me, and sometimes it's not the purest you can hear. So you want to start, Issa, because you're on. Okay, thank you very much. I think our common impact for me will be to have a world, to make this world a better place. Like, for example, here we at the United Nations, we believe in the 2030, we want to have a world where no one is going to be left behind. So I think our common impact is this
philanthropic side of our work, just to make everyone feel good in this earth, and so that no one is going to be left behind. This is what I think. Thank you very much. Thank you. Gita, maybe, would you like to share what could be your common impact and common engagement, because you ask for engagement for companies, but you can have also a common commitment and engagement from your side, international organization. Yeah, so I don't know whether to respond in English or in French, I mean, as you like, but I think les participants pour la majorité sont francophones, donc peut-être que je vais me tenir en français. Yes, you can. Yes, you can. Donc voilà, moi je pense en effet, nous travaillons tous pour les mêmes objectifs. Et quand on regarde pour le continent africain, je pense que c'est vraiment pour d'un côté tout ce qui est la réduction de la pauvreté, en même temps en réalisant que c'est un continent avec énormément d'opportunités, il y a énormément de jeunes dans ce continent, et comment on peut vraiment leur donner un avenir dans le continent même, avec toutes les possibilités que les investissements, les opérations des entreprises multinationales, mais aussi nationales, ont pour leur donner vraiment les possibilités d'un monde meilleur. En effet, on rêve tous d'un monde meilleur, et c'est en collaborant ensemble. Donc, notre travail est vraiment, on a ces priorités de développement durable qui ont été définies dans l'agenda 2030, mais aussi par l'Afrique même, l'agenda 2063, par l'Union africaine. Et quel est le rôle d'un côté des gouvernements par rapport aux politiques qu'ils doivent mettre en place pour les réaliser, et quel est l'apport aussi du secteur privé à travers de la conduite responsable, à travers leur alignement avec ces priorités nationales et régionales, je peux le dire comme ça, pour qu'en effet, on peut aboutir à un monde meilleur et beaucoup plus d'opportunités pour les hommes et les femmes en Afrique. Voilà, je pense que c'est ça vraiment le monde que nous voulons, et nous utilisons des grands mots, la justice sociale, voilà, un monde où il n'y a personne qui est left behind, pour le dire en français, voilà. Mais c'est vraiment dans la collaboration et en reconnaissant que tous les acteurs ont un rôle à jouer, et nous avons tous un rôle à jouer pour obtenir cet objectif. Voilà. Ok, merci beaucoup, Gita. Ok, thank you so much, Gita. So, je relève Better Place du côté d'Issa, No One Left Behind du côté de Gita. Please, Nika, are you available, still available? And yes, what would absolutely. be your vision? Yeah. Yes. Yeah, and I like that question, because it really presupposes that in all of the work that we have to do, it is not one single organization that will meet all terms. Now, if we just look at the three organizations on the line now, all of us work in different sectors, in different spaces, but all in pursuit of a common goal. So we look at the work that the ILO does, yes, poised at the global level, but also having a presence and impact in countries as well. We look at the work that our colleagues at UN Global Compact are doing. How do you make businesses aligned to SDGs? And then you come down to what we do as AUDA NEPAD. How do we align all of our efforts around Agenda 2063? So no matter what you call all of these frameworks, one thing remains. It is saying, how do we pursue development, but also development that is devoid of people? It doesn't make sense at all. So if you were to ask me, what is the joint impact that we would have? It would be, however we collaborate and work in our spaces, in our comparative advantages, how does that at the end of the day change the lives of the people that we are servicing? So whether it is impact at African Union member state level, at UN level, at the end of the day, everything that we do is about saying, how do we pursue development to change the lives of the people that we are serving? So for me, that's the end goal of the kind of impact that I think either of us as these organizations would have. Over to you, Pierre. Thank you so much. You're clear. Change people's life. That's the main goal.
and preserving also environment, but it's clearly linked with people life. And we have three good words for to close finally this webinar. I will just add the notion of partnership, which is one of the essential SDGs, because with this one, any SDGs will be achieved. So it's really a clear point, and all the goal finally of this webinar was to share and to think about this specific SDG about partnership and doing or developing a fair level playing field for all of us in order to act. Je vais reprendre en 30 secondes en français ce que je viens de dire en anglais, puisque j'ai l'impression que je ne parlais qu'à Nico. Mais en synthèse, en effet, on a trois belles notions qui ressortent autour de nos personnes. On ne laisse personne derrière nous, développer une meilleure place, changer la vie des gens. Et je souhaitais justement insister très spécifiquement sur le 17e ODD, celui des partenariats et du partenariat, qui est probablement l'un des plus essentiels, parce qu'il est clair que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. La particularité, c'est qu'il faut qu'on aille vite et loin, très rapidement. Donc ça, au moins, j'espère que ce webinaire aura créé des ponts entre les acteurs et créé et suscité de l'intérêt. Je me tourne très rapidement du côté de Sandrine et Virgile pour savoir s'il y a quelques questions sur nos sujets. J'en ai vu passer quelques-unes. Des éléments de réponse ont déjà été bien évidemment apportés dans les présentations, et en plus, nous avons déjà 5 minutes de dépassement par rapport à notre délai. Donc, je tiens à respecter mine de rien les délais, mais Sandrine, peut-être, est-ce que tu avais eu l'occasion de voir une ou deux questions qui puissent Alors, j'ai vu passer partager quelques questions de pays qui sont intéressés, donc ça, on pourra peut-être le communiquer aux instances de pays qui voulaient savoir comment ça se passait au Cameroun, au Sénégal, etc. Il y a aussi des personnes qui étaient intéressées pour être point focal, qui demandaient quelles sont les conditions, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle. Et également, les personnes sont intéressées par relayer le message auprès du secteur privé, appuyer les plaidoyers. Ouais. Alors, elles remercient en général beaucoup pour les informations communiquées. Elles vont aussi aller, je pense, consommer un peu tous les sites que vous avez indiqués. Super. Il y a une question sur comment cela peut s'articuler avec le retard industriel que l'Afrique accuse. Alors, c'est vraiment le bon moment. C'est le bon moment d'avoir un développement industriel sur le continent africain qui ait de l'impact, avec une maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et un accompagnement en matière de transition écologique. Là-dessus, je pense que vous pouvez compter sur les acteurs qui sont présents autour de la table, tant le NEPAD, que le Global Compact, que l'OIT et le CIAM, ou du moins les entreprises françaises et européennes sur ces sujets, pour aller justement rechercher de l'impact, parce que c'est au moment où justement le secteur industriel se développe qu'il faut partir sur de bonnes bases et s'attacher à limiter justement les impacts négatifs que l'on peut avoir dans les activités économiques. Quels sont, je parcours encore une ou deux questions. En tant qu'expert secteur privé, comment faciliter les entreprises de mon pays à participer? C'est un travail de pédagogie et de maïeutique, notamment avec les chambres de commerce, typiquement, ou les associations professionnelles représentatives. Savoir si les indicateurs permettent d'évaluer les cibles des ODD d'une entreprise. Alors, sur l'évaluation des impacts au regard des cibles ODD, en effet, il y a énormément de méthodologies sur ces sujets. Là, je vous renvoie autant au site onusien qu'à celui également du GRI, qui est une bonne référence pour aller justement assurer le reporting sur ces sujets, sur ces enjeux. Est-ce que vous prenez en compte des associations qui luttent contre la corruption? Si, comment vous contacter pour des procédures? Écoutez, là-dessus, il y a des associations qui travaillent dessus, mais
j'ai par exemple le plaisir de vous annoncer que le groupement patronal, la GCECI, le groupement patronal ivoirien organise une session sur la lutte contre la corruption dans le courant novembre. Hein. L'annonce vient de tomber, donc je vous encourage encore une fois à vous rapprocher avec vos patronats. Voilà, on verra un petit peu toutes les questions qui sont posées. Les éléments d'information, de toute façon, vous seront adressés par slide. Ils seront également promus à travers le média Africa Mutandi. Et je pense qu'on a bien fait le tour à la fois un premier tour, je dirais, de ce sujet. Et il nous reste, je crois, à remercier tout le monde et notamment spécifiquement nos intervenants qui ont pu justement partager vision, approche et démarche de progrès avec nous ce soir ou cette fin de journée hein, pour le continent entre l'Afrique et l'Europe. Voilà qui fait office de mot de clôture, si ça vous convient. Et j'encourage chacun à dire un petit mot également pour dire au revoir. Gita, si vous voulez dire un petit mot, Issa, un petit mot. Nikia, if you want to have just a last word to say bye or to say see you soon. Merci, on remercie Africa Mutandi et on s'attend aux prochaines étapes. Et le CIAN, c'est le CIAN. Hein. Le CIAM. Africa Mutandi n'est qu'un média relais. Hein, donc là, c'est la commission RSE et ODD du CIAM qui s'est posé la question, qui s'est dit qu'il était intéressant d'aller rechercher les partenaires institutionnels et les grandes organisations sur ces sujets. Je reprécise mes casquettes, c'est toujours moi-même le matin, des fois je me trompe. Donc, Ok, je m'excuse alors le CIAM, bien noté. On remercie le CIAM et on espère que les différents participants vont tirer le meilleur profit de cette rencontre d'aujourd'hui. Merci. Tout à fait. Gita? Oui, aussi de mon côté, un tout grand merci pour nous avoir invités à participer à ce webinaire. Et surtout, je vois que ça suscite quand même énormément d'intérêt en voyant toutes ces questions, tout ça. Donc, j'espère que ce sera l'opportunité pour faire un suivi, peut-être au niveau des pays, ensemble de nouveau avec les autres organisations. Donc, nous, on est tout à fait ouverts à tous ces partenariats qui sont tellement importants pour avancer dans toutes ces discussions. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Et Nico, the last word if you Yes, thank you very much, Pierre. Thank you so much to the organ. Yes, I hope I'm not on mute. Yeah, I want to say thank you very much for this opportunity to engage. It's a good thing that there were presentations. At least I can read French better than I can possibly hear it. So it is really a good one, and I do hope that after this, we've really set the foundation for us to find even more joint engagements that we can undertake in 2023. So thank you very much for the opportunity. Thank you, Sandrine. Merci à tous pour cette participation. J'ai vu des gens de plusieurs pays africains. Donc, c'était l'objectif d'unir nos réseaux pour que à la fois les entreprises, mais aussi la société civile, ou souvent les jeunes qui veulent s'engager en faveur de la RSE puissent connaître vos organisations et savoir ce qu'elles font, parce que c'est en fait avec la force de tout le monde qu'on progresse et qu'on peut changer un peu le monde. Ubuntu, comme on dit. Hein. Je sais pas, je crois que ça veut dire tous ensemble. Mais comme je débute également en langue locale africaine et qu'il y en a 2100, j'ai appris qu'il y en avait 2100, je vais déjà peaufiner mon anglais. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous à une prochaine session de la commission RSE du CIAM. On aura alors dédié aux entreprises spécifiquement, on aura une session sur le devoir de vigilance sous peu. Donc, pour les entreprises membres du CIAM et qui sont présentes à Paris ou celles qui veulent devenir membres du CIAM aussi, hein, puisque c'est une association plutôt dynamique hein, et qui aborde justement ces sujets-là. Donc, il y a une session avec des ateliers préparatoires. Le prochain sujet qui sera probablement justement en session ouverte de partage portera sur la notion d'inclusion, les dynamiques d'inclusion, la recherche de l'inclusion en 360. De l'inclusion financière en passant par l'accès à l'eau,
bon nombre d'acteurs s'engagent sur ces sujets. Il y a beaucoup d'innovations sociétales en la matière. L'un des éléments le plus complexe, c'est encore la mesure de l'impact sur ces sujets. Mais j'espère que vous aurez l'occasion de vous inscrire, de suivre justement cette session dédiée aux différents types d'inclusion, probablement en novembre ou en décembre prochain. Voilà, merci à tous. Merci à Virgile aussi, hein, parce que sans backup et sans accompagnement, en fait, on n'est pas grand-chose. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Et fin de journée. On donnera aussi les coordonnées du site où les gens peuvent voir l'actualité, le site internet que tu animes avec toutes les infos de la RSE. Il y a beaucoup de personnes qui veulent connaître les dates des webinaires et c'est le meilleur moyen de ne pas les rater. Merci, à très vite. Au revoir.